Bien, bonjour à tous et merci d'être avec nous. Nous sommes avec vous jusqu'à 14 heures dans les ZCL News et nous allons recevoir, je vous donne la liste de nos invités aujourd'hui. On va commencer par un docteur, c'est une femme, docteur Cynthia Landry, bonjour. Bonjour. Merci d'être là, elle est sous-directrice de la PMI. PMI, donc c'est le Protection maternelle et infantile. Et c'est le 5 ans. Ce sont les 50 ans de la PMI. Voilà, on va en parler. Jimmy Fossa, conseiller départemental du canton de Trois-Rivières. On parlera bien sûr de route, puisque c'est sa spécialité, mais aussi comme il est de Trois-Rivières, et que j'habite Trois-Rivières en plus. Donc, je suis obligé de gérer un certain nombre de problèmes qui se posent à Trois-Rivières. Mariette Montpierre, réalisatrice cinéaste, a enfin fini son film. Ce soir, c'est la première. Si vous êtes invité, vous pouvez y aller. Tu es invité, Iman? Non, je n'ai pas reçu d'invitation. Bon, je te donne une invitation. Merci. William Sarr, toutes les affaires culturelles du patrimoine de l'animation et du tourisme pour la ville de Pointe-à-Pitre sera avec nous et on va terminer avec... Avec qui on termine? Avec le journal du campus Luminance. Ah d'accord. Oui. Bien, l'actualité, on commence par l'actualité. On va commencer par l'actualité. On parlera tout à l'heure des journées de l'AVC, donc une façon de sensibiliser à cette pathologie qui peut impacter tout le monde, et notamment pour mettre en lumière les facteurs de risque et mettre en lumière aussi une façon de dépister ces signes précurseurs. On parlera aussi avec Cap Excellence de la distribution de plantes pour lancer un peu plus la biodiversité à domicile, une façon de mettre en lumière l'importance de mettre en avant notre environnement. Il sera aussi question de l'inauguration du stade de Morne-à-l'Eau ainsi que de la conférence utile menée par Olivier Servac, donc, qui a fait son ouverture ce week-end. C'est une conférence utile ou inutile? Oui, je pense que c'est utile, on parlera de ça tout à l'heure. Non, bon. Et avec Maurice Cessé, il sera question de Georges Balta, donc un ancien sportif qui a reçu une haute distinction à Paris. On va commencer par là, lors de l'Assemblée générale de l'encouragement public. Donc Georges Balta, ancien directeur sportif, a reçu une médaille de haute distinction et Maurice Cessé était avec eux. On voit un reportage. Alors, l'encouragement public, c'est savoir récompenser le mérite. Et l'encouragement public, moi, j'y étais il y a quand même bien une dizaine d'années. Mais, entre-temps, M. Flavien Ferrand est mort et en 2019, et il m'a été demandé de prendre la relève de l'encouragement public. Et je l'ai fait avec beaucoup d'ardeur. Mais ça a été difficile quand même parce que je me suis retrouvée en face de gens comme j'avais, disons, un listing. Je me suis retrouvée en face de gens qui étaient plutôt des gens qui étaient morts, etc. Mais nous sommes arrivés si tu veux, à rassembler tout ce beau monde et nous avons fait une assemblée générale en 2023. Alors là, il m'a été demandé d'être présidente déléguée de l'association de l'encouragement public. Alors l'encouragement public, c'est pas seulement savoir récompenser le mérite, mais c'est aussi d'organiser en faveur des œuvres de bienfaisance et d'organiser, je dirais, beaucoup de manifestations, qu'elles soient culturelles et d'ordre différents et d'ordre divers. Mais ces manifestations, c'est pour permettre à l'homme de s'épanouir. Écoutez, donc, je viens de recevoir donc, la médaille donc, de Grand Cordon national, sur le plan national, Grand Cordon de l'encouragement public. Et là, donc, c'est me dire merci pour le nombre d'années que j'ai servi les jeunes au niveau sportif, au niveau culturel, même sur le plan politique, parce que j'ai été quand même conseiller régional, président de la commission sport sur 6 ans. Donc, tout ça, et j'ai été aussi donc, enseignant sur 42 ans, donc le scout et tout le reste. Donc, ça fait un tas, beaucoup de choses que j'ai fait pas mal d'années. Voilà, c'est fini pour ce premier sujet. On va revenir tout à l'heure sur la suite de l'actualité. On va recevoir, je vais vous dire, Dr Cynthia Landry et puis Jimmy Fossa. Docteur, merci d'être avec nous. Alors, 50 ans de PMI, ça va être célébré majestueusement, visiblement.
Oui, une belle journée s'annonce le mercredi 30 octobre. Il y aura à peu près une dizaine de stands pour accueillir le public et leur présenter les divers métiers de la PMI et ce qu'on fait pour et au service de la population. Voilà. Alors je dis ça parce que j'ai vu un chiffre récemment, le nombre d'enfants en Guadeloupe qui meurent est plus important que jadis. Qu'est-ce qui se passe? Alors, la mortalité périnatale, donc au sens large, est plus importante en Guadeloupe que dans l'Hexagone. Il y a plusieurs facteurs qui rentrent en compte, avec notamment une précarité qui est plus importante en Guadeloupe que dans l'Hexagone, un accès aux soins qui est donc plus compliqué. Pas suffisamment de médecins? Alors, c'est pas qu'il n'y a pas suffisamment de médecins, mais on sait que le public précaire, c'est des publics qui ne vont pas se déplacer facilement. Oui. Et l'accès aux soins juste physiques, ne pouvoir aller à la consultation quand on n'a pas de moyens de transport avec les transports en commun, le réseau n'est pas le même sur toute l'île. Bah déjà ça, on perd en chance pour une femme enceinte qui doit être vue tous les mois. Oui. Et après, on a aussi, de par cette précarité, une plus grande fréquence aussi d'obésité, d'hypertension artérielle, et qui sont des causes majeures de mortalité périnatale. Alors comment la sous-directrice de la PMI voit un peu l'évolution des choses? Comment gérer cette situation qui est quand même, je n'ai pas envie de dire catastrophique, mais enfin elle est grave. Parce que d'un côté on a un pays qui vieillit, et si les enfants meurent, qu'est-ce qui reste? Alors, bien heureusement, bien que les chiffres soient plus élevés, on est quand même sur des chiffres qui, avec le temps, tendent globalement à diminuer. On travaille en partenariat avec le CHU de Pointe-à-Pitre. J'ai rencontré le professeur Parent récemment dans le cadre de ma prise de fonction en tant que sous-directrice adjointe. Le but, c'est de savoir comment mutualiser nos forces pour accompagner au mieux ces familles dans leurs particularités et parfois dans leurs difficultés. Oui. Ça veut dire qu'il faut lutter contre la précarité aussi. Oui. Enfin, c'est pas votre rôle, mais enfin... C'est pas directement notre rôle. Oui, oui. Mais nous, on s'arrange déjà, on est accessible à tous, sans condition de ressources, peu importe l'origine, peu importe la situation régulière ou pas, les classes sont ouvertes à tous. Mais comment intervient la PMI d'une manière générale dans le contexte actuel? C'est-à-dire que les femmes enceintes ou les qui ont des enfants viennent vous solliciter, ou c'est l'inverse? Comment ça se passe? Alors, les deux. Elles peuvent venir directement en classe pour avoir un suivi quand elles sont enceintes ou même avant d'être enceintes, pour avoir un suivi auprès d'une sage-femme. Oui. Les sages-femmes se déplacent aussi à domicile. Oui. Pour accompagner les futurs parents, soit sur demande de la famille, soit sur liaison de partenaires qui peuvent être les hôpitaux ou les médecins de ville ou des collègues ou des sages-femmes de ville. Et après, une fois que bébé est là, donc il y a la consultation postnatale avec la sage-femme, mais il y a aussi les consultations de pédiatrie dans les classes pour accompagner les enfants. Donc il y a le médecin pour la consultation médicale, l'infirmière puéricultrice, qui va aussi accompagner les parents dans les questions sommeil, alimentation, les questions qu'on se pose quand on est jeune parent, et les éducatrices de jeunes enfants qui sont là, présentes, en salle d'attente, en accueil, qui font aussi des ateliers pour aider comment inciter mon enfant à être intéressé par les livres, comment éviter les écrans, comment jouer avec un bébé, parce que c'est pas forcément quelque chose d'inné de savoir comment jouer avec un bébé de 2 mois. C'est pas les mêmes jeux qu'à 2 ans. Et donc on accompagne à toutes ces étapes. Enfin, d'une manière générale, cette mortalité périnatale se fait dans les premiers mois ou les premières années? Dans les premiers mois. C'est vraiment autour... cette mortalité périnatale où on a des chiffres plus élevés, c'est sur la fin de grossesse. Et autour de la naissance. Autour de la naissance. Donc les premiers mois de vie. Oui. Et vous avez le sentiment, enfin, on va parler du programme, mais le sentiment qu'on va arriver progressivement à réduire cette mortalité? Alors, j'ai l'espoir. Oui, non, je pose la question. Après, le sentiment, il y a des choses qui nous dépassent, puisque la question, par exemple, de la précarité, c'est quelque chose que nous, à notre échelle, on accompagne, mais on ne va pas régler le problème. Oui. Mais c'est vrai que si on pouvait agir pour qu'il y ait un accès aux soins globalement plus facile, nous on le fait à notre échelle, mais c'est notre espoir que tout le monde ait accès à ça. Bien, alors donc célébration des 50 ans, alors j'ai dit une grosse manifestation mercredi, comment ça va se dérouler en gros? Alors c'est le mercredi 30 octobre, la première partie
à la résidence départementale, c'est pour les agents et pour les partenaires de la PMI. Puis après, il y a un accueil du public à partir de 11h pour le village à Fort-Fleur-d'Épée, où il y aura des stands. Vous êtes les bienvenus, femmes enceintes, familles avec enfants ou tout seul. Oui. On accueille tout le monde, puisqu'il y aura des stands qui pourront aussi bien parler de contraception, sexualité, que des stands qui vont parler d'allaitement, de vaccination du jeune enfant, de jeux. Oui. Donc, voilà comment ça va se dérouler. Et donc, le problème que vous avez soulevé tout à l'heure va quand même se poser, le problème de la mobilité. Oui. Oui. Alors, il y a des bus qui sont prévus pour, non ? Alors non, malheureusement, on ne peut pas forcément accompagner comme ça les gens, mais oui, on accueille à Fort-Fleur-d'Épée, mais non, on ne peut pas forcément les accompagner jusque-là. Juste un dernier point, je crois qu'il y a un film aussi prévu avec Madame Delphine Tinval. Oui, qui a fait une rétrospective des 50 ans de la PMI en Guadeloupe. Mais pas vu le film encore, non ? Pas encore. Pas encore, parce que vous avez demandé... J'ai le vrai suspense, moi. Ah, c'est un suspense. Bon, de toute façon, vous serez sur place. Bien sûr. Les médecins de la PMI seront sur place. Tout à fait. Oui. On sera sur place. Il n'y aura pas de consultation ce jour-là, non ? Alors non, on ne consultera pas à Fort-Fleur-d'Épée, mais on sera là avec les autres agents, sages-femmes, infirmières, éducateurs de jeunes enfants. Même les postes administratifs de la PMI seront présents, puisqu'on va présenter justement la PMI et les différentes personnes qui la composent, parce qu'il n'y a pas que les personnes qui font du soin, il y a tout le personnel administratif qui nous permet de faire du soin. On reviendra vers vous tout à l'heure. Je m'adresse à monsieur le conseiller départemental, Jimmy Fossa, canton de Trois-Rivières. Rebonjour. Vous êtes responsable un petit peu de la route au conseil départemental. Les routes se dégradent depuis les puits. Alors nous avons la chance quand même au conseil départemental d'avoir des services qui sont réactifs. Nous pouvons nous appuyer notamment sur les services de route de Guadeloupe et sur le service des routes, même au conseil départemental. Et le réseau routier, en tout cas dont j'ai la charge sur le canton de Trois-Rivières, le réseau de la route départementale 6, la RD7, la RD8, ce sont des réseaux quand même qui sont quand même entretenus, bien entretenus. Malheureusement, qui ont souffert des intempéries de l'année dernière et de l'année d'avant. Nous avons eu 2 années de suite avec de fortes intempéries et de fortes dégradations. Notamment, on parlait aujourd'hui, on a 2 points noirs encore. C'est au niveau du Faubourg, à Trois-Rivières. Donc les travaux sont en cours. Oui. Et ça y est, ça a commencé, les travaux ont commencé. Pendant combien de temps à peu près ? Ce sont des travaux qui vont durer à peu près 1 mois et demi. En fait, le traitement administratif prend plus de temps que la réalisation des travaux. Exactement. D'autant plus que là, nous avions une complexité particulière pour l'accès au chantier parce qu'il fallait l'accord de certains riverains. Donc ça a pris un certain temps, c'est vrai. Mais aujourd'hui, les travaux sont en cours. Les travaux sont également en cours sur le pont de Blondeau, qui relie Trois-Rivières à Vieux-Fort. Donc nous sommes réactifs, les services du conseil départemental sont réactifs et le conseil départemental que je suis sillonne régulièrement le réseau routier pour pouvoir alerter les services dès que besoin. Alors, on revient un petit peu sur votre commune. Vous sillonnez votre commune aussi, Trois-Rivières ? Trois-Rivières, j'ai la chance d'y habiter, d'y travailler. Oui. Donc, ce qui veut dire que je suis à Trois-Rivières une bonne partie de la journée. Je sillonne Trois-Rivières, je rencontre les Trois-Riviériens, je suis élu au conseil municipal. Et oui, nous sommes au fait avec... Tout va bien à Trois-Rivières ? Est-ce que tout va bien à Trois-Rivières ? Oui. Tout va bien, ça dépend. Ce que vous entendez aller bien ? Oui, une commune, elle se développe, elle est active, etc. J'ai eu l'occasion de vous le dire, il y a eu 2 fermetures de commerce à Trois-Rivières, une boulangerie qui était assez bien connue, un petit supermarché. Ça veut dire que les gens n'ont plus envie d'investir à Trois-Rivières. Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, Trois-Rivières perd en population, perd en attractivité économique. Trois-Rivières qu'on a connu il y a 10 ans et Trois-Rivières aujourd'hui, effectivement, la situation s'est fortement dégradée. Alors, les raisons peuvent être multiples, mais le constat, il est là. Et il est vrai qu'il y a des actions à entreprendre pour permettre à notre commune de gagner en attractivité. Qu'est-ce qui manque ? Il manque une volonté politique déjà, volonté politique d'y arriver. Il manque vraiment cette vision, puisqu'on a une commune qui a la chance d'avoir du passage touristique, puisque nous sommes la porte d'entrée pour aller au centre. Donc ça veut dire qu'on bénéficie d'un passage. Nous avons des atouts propres, intrinsèques qui sont formidables. La plage de Grand-Anse, nous avons la montagne, nous avons des rivières. Donc ça veut dire que Trois-Rivières... Le traitement des ordures à Trois-Rivières
Il y a une grosse difficulté. Traitement des ordures, le traitement, la propreté même de la ville. Oui. Quand on passe à Trois-Rivières aujourd'hui, effectivement, beaucoup de personnes me disent, hein, j'ai encore des amis qui sont venus en vacances ici, qui ont quitté la Guadeloupe, mais qui sont venus en vacances il n'y a pas longtemps, et qui me disent, bon, Jimmy, on ne reconnaît pas Trois-Rivières. Oui. Et c'est le constat général qui est fait. Et je peux comprendre qu'aujourd'hui, quelqu'un qui souhaite s'installer dans le sud Basse-Terre préfère le faire ailleurs qu'à Trois-Rivières. Alors qu'avant, c'était l'inverse. Trois-Rivières était la commune la plus attractive et la plus courue, on va dire, du sud Basse-Terre. Ouais. Donc il faut que je change de domicile alors. Non, il ne faut pas changer de domicile, il faudra changer la gouvernance à la tête de la commune de Trois-Rivières et nous nous attachons à ça pour les prochaines élections municipales. Alors justement, parlons-en, votre maire actuel, il a quitté le SMAG, ça vous a surpris? Non. Non. Très honnêtement, non, puisqu'il est en situation d'échec depuis un petit moment. C'est vrai que c'était un dossier difficile. C'était un dossier difficile, c'est vrai, mais je crois qu'il y a eu un problème de casting dès le départ. C'était pas la bonne personne au bon poste. Vrai problème de casting. Il est en situation d'échec. Les principaux partenaires ne faisant plus confiance à sa gouvernance, ont créé le G4. Donc il y avait une gouvernance à 4 entre l'État, la région, le département et le syndicat, alors que le syndicat était censé être autonome. Et au-delà des difficultés d'ordre technique que nous connaissons avec les problèmes de tours d'eau, des problèmes de contamination, au-delà des difficultés financières qui ont été dénoncées récemment, il y avait un vrai problème de management et de gouvernance à l'intérieur même du syndicat, un vrai problème de gestion administrative, avec un enchevêtrement de direction qui fait qu'on arrive à la situation que nous connaissons aujourd'hui et qui a conduit à la démission du président. Oui. Alors, autre chose, Trois-Rivières, il y a quand même deux lieux assez emblématiques, la coulisse. Oui. J'ai l'impression que la coulisse est en train de couler aussi. Je ne dis pas ça méchamment, mais en fait, qu'est-ce qui se passe? Bien là, les mêmes problèmes. Là, c'est pareil. Quand vous avez un lieu comme la coulisse, quand vous avez un lieu comme la plage de Grand-Anse, qui sont... J'allais y venir sur la plage de Grand-Anse. La plage de Grand-Anse. Je fréquente régulièrement. Ils sont abandonnés, qui ont un petit peu abandonnés. Il y avait un projet avant l'arrivée de l'actuel maire. Hein, c'était Hélène Vainqueur qui était maire à l'époque, un projet dans le cadre du plan Océan, qui intégrait la plage de Trois-Rivières dans les priorités. Malheureusement, c'est un projet dont on n'entend plus parler aujourd'hui. Oui. Et effectivement, quand on va sur la plage de Grand-Anse, c'est pourtant qui est une plage avec un gros potentiel parce que du sable noir, une vraie plage naturelle de sable noir avec ses cocotiers. Et puis c'est une grande plage. C'est une plage qui est très prisée. Malheureusement, effectivement, quand on voit l'état des sanitaires, l'état du parking, la passerelle qui relie les deux côtés de la plage qui n'est toujours pas accessible, c'est vrai que c'est triste et ça ne contribue pas à rendre la commune attractive. Oui. Alors, autre chose, vous n'êtes pas surpris, il y a un retour annoncé de M. Dorville. Je reçois beaucoup de communiqués. Qu'est-ce qui se passe? Ce qui est bien dans le système français, la démocratie, c'est qu'on peut avoir été maire pendant plusieurs mandatures, on peut déjà avoir été conseiller général pendant très longtemps, on peut aller on a la possibilité de Mais ça vous gêne en tant que futur candidat aux élections? Ah non, pas du tout. Oui. Pas du tout, absolument pas. Ça peut être un allié pour vous, mais c'est un obstacle de plus. On est vraiment dans une démarche qui est différente. Oui. Et il faut comprendre que l'équipe qui m'accompagne, on est vraiment dans une démarche de co-construction avec la population. Il y aura des candidats, c'est sûr. Nous ne serons pas seuls à cette élection-là. Le maire sortant, je suppose qu'il briguera un autre mandat, a priori. Oui. Et il y aura d'autres personnes qui vont porter aussi leur candidature. Oui. Mais nous voulons présenter un projet à la population. Nous ne venons pas en sauveur, nous ne venons pas pour régler des comptes, nous ne venons pas dans un esprit de revanche. Nous sommes présents aux côtés des Trois-Rivières depuis 2014. Moi, je suis élu au conseil municipal depuis 2014, toujours aux côtés de la population. Et nous le serons encore en 2026 avec un projet et puis avec une équipe aussi qui sera opérationnelle. Alors, ce n'est pas votre secteur, mais je pose quand même la question. Vous savez, vous êtes au conseil départemental, les roches gravées à Trois-Rivières sont fermées aussi. C'est ça. Oui. Les roches gravées sont fermées. Là aussi, on parlait tout à l'heure de complexité administrative pour mettre en œuvre un certain nombre de réalisations. Les travaux qui étaient prévus depuis plusieurs semaines, plusieurs mois maintenant, ont été retardés encore pour des problématiques administratives, mais les dernières informations que j'ai pu avoir du côté de la direction des affaires culturelles me laissent espérer quand même
un début des travaux rapides et une ouverture pour 2025. Alors, il y a quand même quelque chose de positif, c'est que il y a la reconstruction d'une ancienne, pas distillerie. Vous savez, vous étiez là l'autre jour, il y avait... D'ailleurs, on ne vous a pas donné la parole, d'ailleurs, ce jour-là. Vous avez vu ça? Oui, j'ai vu ça. Comme c'est souvent le cas malheureusement à Trois-Rivières, avec la gouvernance qui est actuellement à Trois-Rivières, bien souvent le conseil départemental, enfin quand je suis présent, quand je représente le conseil départemental, nous n'avons pas la parole. Mais ça ne nous empêche pas d'agir. Heureusement d'ailleurs que le département est présent à Trois-Rivières. Alors ce projet-là, il est en train d'aboutir quand même. Oui, vous parlez de l'habitation Belleville? Oui, c'est un projet qui est porté par un privé, qui a eu le soutien du loto du patrimoine et première phase de travaux qui ont été réalisés. Il y a une deuxième phase qui va être enclenchée. Et c'est vrai que c'est un beau projet qui, une fois abouti, permettra encore d'accroître l'attractivité touristique effectivement de notre commune. L'église de Trois-Rivières est fermée depuis des années. L'église est fermée, c'est vrai. Ouais. Là, c'est pareil, nous avons eu la chance... Le bilan, il va positif. Quand on fait non, mais au moment du bilan, nous y viendrons, effectivement. Oui. Beaucoup de choses ont été fermées, beaucoup de bâtiments écrasés, effectivement. L'église, j'ai assisté en tant que conseiller départemental désigné par la collectivité pour être là ce jour-là, à la remise du chèque du loto du patrimoine. Donc là aussi, c'est un projet qui a été retenu par le loto du patrimoine et la commune de Trois-Rivières sera accompagnée par le loto du patrimoine. Mais avoir la subvention du loto du patrimoine ne veut pas dire que le projet va aboutir, donc nous attendons réellement de voir le début des travaux et surtout la fin de ces travaux-là. Oui. Alors aussi, comme ça on fait un peu de politique fiction, imaginez demain, enfin 2026, vous êtes maire, il vous faudrait combien de mandatures pour remettre Trois-Rivières à son niveau? Il faudra déjà une première mandature, puisque nous avons une équipe qui est vraiment prête. Nous avons des personnes d'expérience, nous avons des membres de la société civile qui sont vraiment déterminés à faire avancer les choses. Je suis conseiller départemental jusqu'à 2028, ça veut dire que l'on aura la synergie commune conseil départemental, déjà pour faire avancer les dossiers. Et je pense qu'en une mandature, les Trois-Riviériens verront déjà le changement. Oui. Alors là, encore une question politique. Vous êtes soutenu par le PS, mais ce n'est pas votre parti de naissance, j'ai envie de dire. Est-ce qu'on peut parler de parti de naissance, de parti d'adoption, de parti non Vous savez, ce qui m'importe aujourd'hui, c'est de travailler avec des personnes qui partagent les mêmes valeurs que moi. De travailler avec des personnes avec lesquelles je peux débattre, de travailler avec des personnes avec lesquelles on peut avancer sur des projets. Donc, c'est les partenaires avec lesquels je suis aujourd'hui, effectivement, au niveau local, Trois-Rivières, donc Trois-Rivières en mouvement, qui est mon mouvement politique. Nous avons cette union en fait, des forces politiques et nous appelons d'autres personnes à nous rejoindre, d'autres personnes qui veulent œuvrer pour la commune. Donc, la campagne a démarré. Si on peut appeler ça campagne démarrée, nous n'avons pas changé. Ceux qui rentrent en campagne aujourd'hui, nous les accueillons en campagne, mais nous sommes au travail, comme je le dis, depuis 2014. Alors vous avez entendu tout à l'heure le docteur Landry le dire, l'un des problèmes des femmes en Guadeloupe, enfin pour la périnatalité et la mortalité infantile, c'est un problème de la précarité. Oui. Vous êtes conseiller départemental, j'imagine que vous avez entendu. C'est ça. C'est un signal qu'elle a lancé. C'est un signal fort et d'ailleurs une des volonté du conseil départemental, elle a parlé des classes. Oui. Moi, je vais vraiment insister sur le rôle, donc c'est ce qu'on appelait les dispensaires avant, donc centre local d'action sanitaire. Donc c'est vraiment pour nous, avec le maillage, puisque nous sommes sur tout le territoire avec les classes, c'est de faciliter l'accès aux soins. Et bien souvent, des personnes n'osent pas y aller, soit par manque d'information, soit peut-être par crainte, je ne sais pas, et ne peuvent pas bénéficier de l'accompagnement dont elles pourraient disposer au sein des classes. Donc ça, c'est une première chose. L'accès aux soins via les classes, puisque nous avons des classes sur l'ensemble du territoire. D'autre part, sur la précarité, le conseil départemental est effectivement très présent, sur l'accompagnement sur le RSA, effectivement, sur l'accompagnement social, sur tout ce qui est habitation. Nous rendons la dignité aussi au niveau des habitations. Toute l'action de solidarité, l'action sociale, le conseil départemental est là. La PMI fait son travail très ciblé au niveau de la petite enfance, au niveau de l'accompagnement de la mère et de l'enfant, et le conseil départemental dans sa globalité est là aussi. Mais c'est vrai que je rejoins tout à fait le propos de docteur. Il y a une vraie situation de précarité par endroit en Guadeloupe. Madame Landry, ça va être la dernière question. Ça vous rassure ce qu'il vient de dire?
Alors, je rebondis sur les classes et c'est vrai que c'est une vraie richesse d'en avoir autant et d'avoir un tel maillage. Oui. Après, la difficulté, c'est qu'ils ne sont pas tous visibles de la même manière. C'est ça. Mais, parce que bon, étant arrivée récemment, c'est vrai que quand je cherche certaines classes, c'est très simple et d'autres, je me perds un peu. Oui. Mais je pense que ça, c'est un chantier sur lequel on peut travailler ensemble pour agir au mieux. Alors c'est un chantier qu'on a enclenché puisque je suis membre aussi de la commission santé avec Dr Marie-Zette Zoll et nous avons entrepris déjà un certain nombre de visites de classes. Notamment on était passé à Trois-Rivières et on sait que voilà, quand je disais que tout à l'heure que certaines personnes n'y vont pas par manque d'information, c'est effectivement il y a aussi la signalétique qui doit être vue. Oui. Donc il faut qu'on puisse se dire voilà, je suis une femme enceinte, j'attends mon premier, mon deuxième enfant, mais je peux être accompagné par le CLAS, puisqu'à l'intérieur du CLAS, il y a une équipe pluridisciplinaire. Nous avons plusieurs professionnels qui accompagnent. Donc nous ne pouvons pas entendre aujourd'hui qu'en Guadeloupe, nous ayons ce genre de difficultés, alors que les outils sont là. Maintenant, il faut les mettre en œuvre et il faut les optimiser. Madame la directrice, vous avez entendu? Sous-directrice adjointe. Alors, on va éviter ce genre de promotion tout de suite. Ça viendra. Chaque chose en son temps. Bon, en tout cas, rendez-vous est pris pour 50e, mercredi. Mercredi et puis 30 après, octobre. ce qu'il disait, je ne vous ai pas posé la question, mais sur Trois-Rivières, c'est qui s'occupe de la PMI? Alors, Trois-Rivières, vous me posez une colle, c'est Bastère et c'est le poste vacant. C'est Bastère? C'est le sud? Oui, c'est vacant. Mais plus pour longtemps normalement, si tout se passe bien. On a un médecin qui est censé arriver. Bon, en tout cas, vous avez entendu son message et on a entendu votre message, M. Fossa, pour Trois-Rivières. On vous remercie tous les deux. Merci de l'invitation. Le rendez-vous est pris mercredi et le chantier est en cours. Tout à fait. Merci. Les chantiers sont en cours. Les chantiers, 12h58, on prend la première pause. On se retrouve tout à l'heure pour la suite avec Mariette Montpierre et Willem Saha. Pause. Nous sommes revenus avec vous sur la deuxième séquence du ZCL. On va recevoir dans un instant Mariette Montpierre et Willem Saha. Willem Saha, c'est la directrice des affaires culturelles de la mairie de Pointe-à-Pitre. Le Pointe-à-Pitre. Et il y a des activités qui gagnent bout à mois de créole là, c'est quelque chose en 2 mots. Animation pour Timoun, on se croit en réanimation. Timoun est grand monde, sont en famille. Ouais, manger, manège à parole. Prends Timoun à 6h, samedi soir. On revient là-dessus avec Emmanuel. Oui, on va parler des journées de l'AVC. Donc, ce sont des accidents vasculaires cérébraux. Et une journée de prévention a été mise en place pour mettre en avant la sensibilisation auprès de la population sur les facteurs de risque, les signes d'alerte et l'importance d'une intervention rapide. On voit un sujet de Olivier Mouradel. L'objectif de la journée, c'est de faire justement de la prévention pour les AVC parce qu'on sait que 90% des AVC sont évitables en faisant de la prévention. Donc l'important pour nous, c'est de pouvoir parler au maximum de Guadeloupéens. Donc c'est pour ça que chaque année, on se déplace dans une autre ville pour cette manifestation dans le cadre de la Journée mondiale des AVC pour faire de la prévention, expliquer quels sont les signes et les symptômes et comment il faut réagir justement en appelant le 15 à l'apparition brutale de ces signes. L'AVC, c'est des signes simples le plus souvent, une faiblesse au visage, une faiblesse au bras d'un côté, le plus souvent, c'est ce qu'on appelle une hémiplégie. Mais ça peut être aussi des vertiges, ça peut être aussi des difficultés à marcher, à se lever du lit le matin alors qu'on était bien, de façon brutale. Ce qui compte, c'est la brutalité du symptôme et n'importe quel signe brutal doit nécessiter de faire le 15 et de prendre un conseil auprès des médecins du SAMU. J'ai quelqu'un de ma famille qui a fait un AVC et je ne savais pas quelle décision prendre. J'ai complètement occulté le 15 alors que c'est ce qu'il faut faire. Et puis pour moi aussi, on ne sait jamais, je peux avoir quelques signes avant-coureurs de l'AVC. Le tabac, qui était quand même un problème dans notre société, l'hypertension artérielle, le diabète, donc il faut faire contrôler sa tension régulièrement. Ensuite, le poids. Ne pas prendre trop de poids. Nous sommes dans une société où il y a près de 50% de personnes qui ont une obésité, donc un poids au-dessus de la norme, c'est-à-dire un index de masse corporelle au-dessus de 30 à peu près. C'est très bien. J'ai même pu
faire vérifier mon ordonnance et il m'a conseillé d'aller voir le médecin. Alors c'est que ça va, il faut venir, il faut faire un petit tour. Voilà, donc la prévention, c'est vraiment la première arme essentielle pour lutter contre l'AVC. On va parler maintenant de Cap Excellence et de la distribution des plantes qui a été organisée, une façon d'embellir notre cadre de vie et de sensibiliser à la biodiversité locale. On voit un reportage de Charlie Dagonia. L'objectif d'aujourd'hui, c'est quand même une opération dont l'intitulé est Jardin d'Excellence, distribution de plants maraîchers bio. Alors c'est vrai que c'est une action qui découle en réalité de notre projet alimentaire territorial Cap-Vort, labellisé, production, transformation et consommation locale. Et donc c'est vrai que dans le cadre de ce projet alimentaire territorial, nous avons organisé, nous avons élaboré un programme d'éducation alimentaire pour 2024 qui comprend un certain nombre d'actions, dont cette action-là qui consiste tout simplement à encourager les habitants de Cap Excellence tout simplement dans la réalisation, mais aussi le développement, l'expansion de jardins créoles. Jardins où fleurissent des plantes endémiques, endogènes de notre territoire. Et c'est vrai que ce sont des légumes pays, rimèdes rasiers. Et donc c'est vrai que quelque part nous favorisons le développement là, de jardins parce que nous considérons véritablement que c'est important pour le devenir de notre territoire. La production, mais aussi la consommation de ces produits sont une priorité d'ailleurs pour Cap Excellence. Et c'est vrai que là, nous souhaitons véritablement que la population s'oriente de plus en plus vers l'autoconsommation des produits locaux. Alors, du coup, pour la manifestation d'aujourd'hui, on a apporté des haricots verts, de la roquette un petit peu pour changer, du basilic, de la tomate, de la laitue, beaucoup de la menthe Vicks, de la menthe Triclès, suivi de courgettes aussi. Donc pour la manifestation, c'est ce qu'on a programmé. Les gens se sont inscrits en amont sur le site de Cap Excellence. Ça leur a généré un ticket. Avec leur ticket, ils viennent ici, on est en drive, en formule drive, pour ne pas avoir trop de personnes qui affluent. Donc les gens empruntent un circuit dédié exprès pour ça. Ils sont scannés par leur bon est scanné. Tout ça pour fluidifier la distribution. Et puis, ils font le tour, ils récupèrent leur paquet avec un grand sourire et ils continuent leur chemin. Le Guadeloupe aime ça, mais c'est surtout un besoin parce que de plus en plus, par rapport au prix des choses actuellement, on va devoir planter, avoir une toute petite autonomie alimentaire, que ce soit planter un petit bout de jardin, même si on ne peut pas tout avoir, on aura un peu de façon à subvenir à ses propres besoins. On ne va pas pouvoir vendre, mais on va pouvoir au moins subvenir à son propre besoin. C'est un élément fondamental de la politique que nous mettons en place à Cap Excellence. J'ai parlé tout à l'heure du projet alimentaire territorial, mais nous avons convenu à Cap Excellence, et nous le savons depuis 2020, que nécessairement la consommation, mais aussi l'agriculture en réalité de ce territoire, c'est un élément fondamental parce qu'il ne peut y avoir de développement de notre pays sans soutien à l'agriculture, mais sans aussi permettre à nos concitoyens de développer des jardins autour de chez soi. Ouais, super bonne initiative, permettre aux Guadeloupéens de retrouver un petit peu leur jardin créole, et ça c'est une bonne chose. On va parler culture maintenant, puisqu'on a nos deux invités sont là, je vous l'ai dit, on a Willem Sarr de la direction des affaires culturelles de Pointe-à-Pitre, et Mariette Montpierre, réalisatrice, autrice et scénariste, on fait tout, quoi. Et elle va présenter son film ce soir. Alors, on commence par Madame Sarr, les affaires culturelles, ça fonctionne bien à Pointe-à-Pitre? Il y a suffisamment d'animation à Pointe-à-Pitre? Ben oui, la preuve, je suis là aujourd'hui. Non, mais on a vraiment un dynamisme culturel et patrimonial, hein, puisque ma direction, c'est vraiment direction des affaires culturelles, du patrimoine, de l'animation et du tourisme. Donc, c'est vraiment comment faire mettre en valeur tout ce qui est culture et patrimoine au niveau de Pointe-à-Pitre pour animer notre territoire. Est-ce que c'est suffisant? On peut toujours faire plus, mais en tout cas, on tâche d'associer les acteurs du territoire, tels que les associations, pour vraiment continuer à rendre notre ville attractive et valoriser son patrimoine, tant que matériel qu'immatériel. Alors là, j'allais dire, c'est moi, langue guadeloupéenne, moi, créole, qu'on est quoi crier, qu'est-ce fait? Moi, créole, nous avons fait ça depuis début à mois là, au niveau de la médiathèque là essentiellement, puisque c'est pour le développement de la lecture publique, la direction de la médiathèque. Et donc, il y a plusieurs rencontres qui faites, notamment des rencontres, ça nous a créé les rencontres du Galta. Ce sont des rendez-vous d'auteurs. Alors, pour les gens qui passent, qu'est-ce que c'est un Galta? Voilà. Alors, le Galta, c'est le troisième... Tu sais ce que c'est qu'un Galta? La définition précise.
Et toi, non? On détape ça. Galta là, c'est considéré, c'est dernier étage à médiathèque là, c'est considéré, c'est en Rouakaz là. En Rouakaz là, c'est comble là. Et donc, pourquoi nous crions ça les rencontres du Galta? C'est pour dire que nous, quand jouons un hôtel en toute intimité. Pas ni grands affaires, pas ni grands tralala, c'est hôtel là qui parlé nous des livres. Alors, ou peut ni des gens qui jalent les livres là, des gens qui pas ni qui pour les livres là. Et donc, on peut profiter, bon, quand elle hôtel là, de manière très, j'ai envie de dire, très intimiste. C'est pour ça que nous créons ça les rencontres du Galta. Mais face à succès à rencontre du Galta, nous trouvions obligé à une grande salle à la médiathèque parce que finalement il pas nous descendre de Galta là. Mais nous gâter intitulé là parce que ces concepts là c'est ça, c'est les rencontres du Galta. Donc c'est mettre en lianage en hauteur avec lecteur ou bien potentiel lecteur pour y savoir en qui l'idée il écrit certains passages qui inspiré parce qu'on peut poser n'importe quelle question et qu'à profiter aussi pour dédicacer l'ivre aussi après. Alors, les rencontres du Galta, il y a ni d'autres gens programmés? Oui, en fait nous avons mois prochain nous avons d'autres alors pas son général hôtel là c'est tous les mois que nous avons rencontre du Galta. Tous les mois généralement les jeudis. Alors comme c'était mois créole, nous fait plaisir, nous fait 3 rencontres du Galta. Alors 3 mois à mois créole. Mais sinon généralement, c'est une fois par mois. Alors, il faut poser quand même une question là. En tout temps, nous un salon du livre, tu prévois, puisque quand tu as pété un salon du livre avant longtemps, le premier salon du livre en Guadeloupe, c'est la pointe qui a fait. Exactement. Est-ce qu'il continue ou est-ce qu'il vont filmer? Alors, nous tenions salon du livre qui était prévu, qui était inscrit en salon du livre régional, salon régional du livre. Nous, ça nous devait développer la pointe, c'est un salon du livre jeunesse. Donc, à la grande entité là, ça, nous avons prévu d'organiser le salon du livre jeunesse. Sauf que la région, malheureusement, reporté salon à une date ultérieure. Mais pour taper, bien heureusement, toute jeune, toute famille, qu'à mettre salon parce que nous faisons de la jeunesse en priorité. Nous avons bien vu que la jeunesse, pas en lien avec la lecture encore. Et nous avons pensé que c'est un bitin qui est fondamental. Et l'année là, ça, médiathèque la a fêté 20 ans. Nous pas passer à côté à organiser en réconciliation, orchestrée en réconciliation entre la jeunesse et la lecture. Donc, nous, comme Étienne, Salon du livre spécial jeunesse, Ville-la-Pointe qui a organisé ça, et c'est qu'au mois de décembre. De toute façon, vous venez parler de ça. Fort, vous venez parler de ça, parce que c'est qu'une grosse affaire, puisque nous avons des auteurs qui viennent de tous côtés, nous avons des auteurs qui viennent, Nigari Victor, qui viennent d'Haïti, des auteurs qui viennent de France, de Canada. Nous essayons vraiment sembler. Organisons un salon tant pour Timoun, parce que c'est eux nous veut séduire, que parents qui ont des difficultés à faire Timoun à Yoli, qui est aussi professionnel, qui a cherché mais qui j'ai été fait pour écrire marquer un livre que Timoun t'a aimé. Donc, t'as des formations pour les professionnels autour de livres animés, par exemple, parce que nous découvrons qu'elles sont un bel moyen de réconcilier Timoun et de mettre Timoun dans la lecture. Bien, alors nous notons, mercredi, manège à parole à partir de 9h? Le matin, effectivement, c'est mercredi en matinée. Donc, c'est un beau cantage, en fait, entre Timoun, on va dire, de primaire et collège, avec Michel Aristide. Et c'est vraiment à l'endroit par les créoles. À l'endroit par les créoles. Quand on a dit avant, c'était pas les créoles, c'est pas les en la cour l'école. Pas les créoles, c'est là où vous enragez, là où vous envigirez moun. Mais non, pas l'école, la peine king ça. Donc, c'est manège à parole. C'est. Prends créole l'argent, il y avait toute image, elle est toute belleté. Et samedi? Et samedi, c'est pratiquement la 6e. Donc, c'est un beau cantage encore. À l'endroit parole créole, blague, j'ai dit mot, événement, science et cas, et j'ai quelqu'un à proposer. Ok, ben pour Salon du Livre, là, nous connaissons l'occasion ouverte, pas de problème. Eh bien, en cas ton invitation, mais c'est mon appel déjà noté, du 12 au 14 décembre, enregistrer ça. Salon du livre spécial jeunesse, et c'est qu'ici Place la Victoire. Mariette Montpierre, merci d'être ici. Ce soir, première de votre série. Oui. Alors, c'est une série, comment elle s'appelle la série? Mamzelle New York. Mamzelle New York. 6 épisodes. 6 épisodes? Oui. Oui. C'est la première série ou il y aura une suite? Ça dépend de vous tous, le public. Oui. Si vous soutenez, si vous regardez et si vous partagez et si vous allez sur l'Instagram de la série Mamzelle New York, eh bien, il y aura une deuxième saison. En 2 mots, sans entrer dans toute l'histoire, c'est quoi l'histoire de Mamzelle Créole? Mamzelle New York, c'est l'histoire... Mamzelle New York, c'est l'histoire d'une jeune Guadeloupéenne ultra connectée et qui... on suit
ses aventures rocambolesques et à son passage de l'âge adulte, et elle est en quête d'identité. D'accord. Alors on va voir un petit extrait, je ne sais pas, on a la bonne annonce, je ne sais pas si on l'a. Oui, on l'a ? Oui, c'est parti. Et j'aimerais bien aller au Salon du Livre et découvrir peut-être mon nouvel co-auteur. On vous y attend, on a encore de la place pour d'autres auteurs. D'accord. Bon. Comment ça se fait que la moitié de mes amis soient pas là? C'est bon, t'as fini, maintenant on peut y aller. Liberté. Je m'envole à New York. Adieu les machos à la con. Elle a fait un scandale de starlet sur les réseaux pour son mariage. C'est ma marque de fabrique, les followers adorent. Qu'est-ce qui se passe? Je suis à côté de la plaque en ce moment. Arrête tes conneries. Sinon je balance ton mensonge sur les réseaux. Histoire en nous ou pas connaître tout. Nous sommes un pays, nous job. Alors, donc, c'est ce soir la première. Oui. Et après, il y a une diffusion quand même sur une télévision. Oui, demain. voisine. Dès demain, il y aura la diffusion sur Guadeloupe la première à 20h, à ne pas manquer. Et après, sur Martinique, la première, le 23, et Guyane, la première. Ça passera en France aussi? Oui, ça passera en France, mais sur la plateforme de France Télévisions. Alors donc, de toute façon, tous les jeunes qui ne regardent plus la télé, parce que c'est ce qu'on me dit, il y a plein de gens qui ne regardent plus la télé, ils peuvent dès aujourd'hui aller sur la plateforme de France Télévisions, Portail Outre-mer, vous tapez Mamzelle New York et vous voyez la série. Alors, comment ça s'est passé le tournage? Parce qu'une série, il faut le rédiger, il faut avoir une idée, etc. etc. Oui. Comment ça s'est passé globalement? J'ai vu dans la petite bande-annonce, ça se passe aussi en Guadeloupe. Ça se passe principalement en Guadeloupe. Je ne veux pas tout dévoiler, mais c'est un produit 100% Guada. Ah bon? Avec des acteurs antillais, des techniciens antillais, la réalisatrice antillaise et un producteur. Moi, je suis guadeloupéenne et Muriel Hilaire, le personnage principal, est de Gourbert. Oui. Donc, c'est un truc Guada. Oui. C'est frais, c'est jeune, c'est inédit, ça donne envie, ça parle on met en avant la femme, on parle du plaisir féminin, on parle des relations entre femmes, il y a bien sûr aussi des hommes quand même, il y a des hommes. Oui, parce que nous, sans les hommes, on n'est rien. Oui. Mais qui a le pouvoir? C'est bien la femme. Hein. Oui. En tout cas, dans mon histoire. Et en fait, on passe, c'est tendre, on parle d'amour, de tendresse. Ça fait frissonner. Et on passe des rires aux larmes. Donc, c'est juste... Pour une série comme ça, il faut combien de temps? Ça m'a pris 7 ans. 7 ans. 7 ans. 7 ans. Parce qu'il fallait écrire l'histoire, que j'ai réécrit environ 30 fois. C'est à l'époque de l'incubateur, là. Oui, j'ai fait un incubateur avec Marilène. Et j'ai aussi gagné un prix il y a 6 ans parce que j'ai gagné le prix du public au Festival de Toronto. Et avec cet argent, j'ai pu démarcher les producteurs et les institutions parce que j'ai pu faire un pilote et après ça il fallait trouver des acteurs, il fallait trouver de l'argent. Ça m'a pris 6 ans après avoir gagné pour trouver de l'argent. Ça veut dire que pendant 6 ans vous avez fait que ça, mais vous avez d'autres projets? Ah non, j'ai fait ça et autre chose. J'ai fait Entre deux rives, j'ai fait Tourner vers la Mecque, j'ai fait Les Passagers du Pont, oui. J'ai fait, avec Michel Reynette, j'ai fait Les Derniers Blancs Matignon. Oui. Non, j'ai fait le documentaire sur Mario Canonge. Chaque année, je fais au moins 1 ou 2 documentaires, donc je trace. Hein. Il y a des choses déjà... Oui, une belle histoire qui s'appelle 6 lunes sur l'histoire. C'est la narration, c'est autour de la sexualité de la femme antillaise. Décidément, bon. Non, les femmes antillaises sont votre cible, on peut dire. Oui, moi j'aime bien parler de la femme parce que qui parle de nous? C'est pas les hommes entiers qui parlent de nous, on est toujours invisibilisés. Regardez, là, il y a 3 femmes. Voilà. J'ai 3 femmes devant moi. Là. Tu changes la donne. Mais alors, ce qui m'a aussi beaucoup aidé, c'est la région Guadeloupe. Oui. La région Guadeloupe m'a suivie et depuis le début de cette expérience, et je tiens à les remercier parce que s'il n'y avait pas la région Guadeloupe, je ne ferais pas de film, ça c'est sûr. Mais alors, est-ce qu'aujourd'hui, je pose la question toujours quand on me parle de série, c'est plus simple de faire une série qu'un film? C'est tout aussi difficile en fait. Difficile. Oui, mais moi je préfère la série pour le moment parce qu'on a beaucoup de temps pour développer la narration. Un film c'est 1 heure, 1 heure et demie, maximum 2 et c'est fini, tandis que là on peut avoir... Ça veut dire que cette série-là, Mamzelle New York, il peut avoir une suite? Bien sûr, encore une fois, c'est possible parce qu'en fait je l'ai gardé, c'est pas une série bouclée, j'ai gardé un point d'interrogation à la fin, donc tout est possible et on peut même écrire l'histoire ensemble avec les jeunes
du Salon du Livre, parce qu'en fait, les jeunes, c'est des nouveaux talents, et j'ai envie de travailler avec les jeunes. J'ai envie de raconter la nouvelle histoire de la Guadeloupe, celle des jeunes. Et dans ma série, il y a 3 nouveaux jeunes. Il y a Paul-Émile Etna, il y a Romane, et il y a aussi Anthony Castagnet qui représente la nouvelle vague de nos acteurs guadeloupéens, et je suis ravie. En ce moment, ils sont partis en France pour prendre des cours, et c'est normal, mais ils vont revenir avec plein de formations et prêts. Donc, alors, cette série, parce que souvent, j'entends dire que bon, il n'y a pas de cinéma entier, mais finalement, en Guadeloupe, etc., ce cinéma-là, il existe ou pas? Alors, il existe, il s'est développé beaucoup dernièrement grâce au soutien de la région Guadeloupe, mais c'est vrai que c'est encore très difficile. On est peu, en fait, à pouvoir raconter nos histoires, et il faudrait que ça se démocratise, mais c'est en train de se développer, donc j'ai bon espoir. Parce qu'on vient d'avoir du festival, là, oui. Cinéma Monde en Vue et Cinestar, donc Cinestar. ça veut dire qu'il y a quand même de la diffusion, c'est possible? Oui, il y a de la diffusion, mais que deviennent ces films? Où est-ce qu'on les voit? C'est ça aussi la problématique. Oui. Parce que, en fait, est-ce qu'on a Canal 10 pour montrer nos films? Bonne question, merci de l'avoir posé. Parce que nous, j'aimerais bien monter ma série sur Canal 10. Oui. Il y a France Télévisions, le portail d'Outre-mer et Guadeloupe la Première. Canal Plus Antilles, bien sûr, aussi. Oui. Mais il n'y a pas encore assez de budget pour pouvoir avoir beaucoup de films et de séries. Oui. Je crois que tous ces diffuseurs sont en train de réaliser qu'il faut qu'ils investissent un peu plus, mais ils ont déjà beaucoup fait, donc ça prend du temps. Ça prend du temps. Et des réalisateurs, il y en a de plus en plus. Oui, il y en a beaucoup. Il y a aussi beaucoup de femmes qui arrivent. Beaucoup de femmes aussi il y a de plus en plus. Oui. Et c'est bien d'avoir la nouvelle génération, la nouvelle vague. Je suis très contente de cela. Oui. Bon, alors, rendez-vous ce soir. Et après, sur la plateforme... Dès le 22, sur... ce soir, c'est l'avant-première. Oui. Mais, alors, c'est l'avant-première, toute la série ou bien... Non, 2 épisodes seulement. On ne veut pas tout vous donner sur un plateau d'argent. Alors, ce qui est important, ce qu'il faut que vous compreniez, et je le répète, il faut que vous regardiez la série, parce que si vous ne regardez pas, eh ben, il n'y aura plus de financement, il n'y aura plus de France Télévisions qui va nous permettre de nous exprimer. Et pour moi, faire des films, j'en fais par tous les moyens nécessaires. On me dit non par la fenêtre, on me dit non, quand je rentre par la porte, on me dit non, ben je repasse par la fenêtre. Je suis comme un ravet qui s'infiltre dans tous les coins, je n'arrête jamais. Oui. Parce qu'en fait, pour moi, m'exprimer, faire des films, c'est la seule façon que j'ai trouvé de vivre et de souffrir moins. Il y a de la matière. Il y a plein de matière, vous inquiétez pas. Oui. Plein de matière. Alors, ce film-là, ça s'appelle Mamzelle New York. Oui. Est-ce qu'il y a une version anglaise? Oui, parce qu'il faut les Américains voient aussi. Oui, il y aura une version traduite et même doublée, parce que nous sommes en train de passer des contrats avec le Canada et les États-Unis et puis d'autres pays, parce que la Caraïbe aussi. Oui, la Caraïbe anglophone, parce que l'idée c'est de vendre la série. Oui. Ce n'est pas de la cantonner simplement en Guadeloupe et en France, parce que les thèmes que j'aborde, ce sont des thèmes universels. Oui. La femme, c'est la même femme presque dans tous les pays. L'héroïne du film, quand même, il faut le dire, c'est une influenceuse. Oui, c'est une influenceuse, absolument, qui est ultra connectée. Une influenceuse, justement. Et pourquoi pas? Parce que c'est ce qui est... Parce qu'en fait, l'influenceuse, les influenceuses ont du pouvoir. Et c'est pour ça... Et en même temps, c'était intéressant de travailler l'histoire du mensonge, la réalité contre le mensonge, la réalité qu'on vit et les mensonges qu'on raconte pour avoir une vie plus flamboyante, plus excitante. Mais quel est l'impact de ces mensonges sur notre vie, sur notre estime de soi? Est-ce que notre estime de soi dépend du nombre de likes et de followers, d'abonnés que nous avons? Oui. Ça, c'est une question vraiment. Et dans le salon de la jeunesse, j'aimerais bien parler de ça, parce que c'est vraiment... Il y a des prédateurs sur Internet. Comment est-ce qu'on deal avec tout ça? Est-ce que mon estime, ça dépend de mon nombre de followers? Je vous pose la question. On peut commencer le dialogue. Rendez-vous ce soir? Ce soir. Et demain soir? Demain soir à 20h. À 20h sur Guadeloupe la Première. Oui. Ce soir, c'est privé, c'est une avant-première. Tu te rends compte, tu as Canal 10, tu fais la promo de Guadeloupe la Première. Ben oui, mais en fait... c'est pas toujours vrai. Non, et ça, c'est pas cool. C'est pas cool. Merci de m'accueillir sur votre plateau.
Ok, merci. 13h24. Rappel donc deux rendez-vous, Moi Créole, mercredi 23 de 9h à 11h et samedi 26 à partir de 18h. 18h, c'est ça. Et ça se passe où? Médiathèque à Chiloroni-Neuf. Et le salon du livre, on en parlera au mois de décembre. Il n'y a pas de souci. Et Marielle, pour ce soir, à 19h. Mamzelle New York. Mamzelle New York. Allez sur l'Instagram et sur le Facebook, MANMZEL New York. Mamzelle, c'est le mot créole, Oui. à la guadeloupéenne. Oui. Pas Mazel, pas Manzel, c'est Mamzelle. Voilà. Voilà, c'est dit. Merci, Ok. je vous aime. Merci d'être venu. Je vous aime. 13h25, dernière pause et on se retrouve pour la suite des informations. Et on va rencontrer Mme Marilène Ferdi dans un instant pour son JCL, le journal du campus. À tout de suite. Merci. Voilà, nous sommes revenus vers vous. Il est 13h31. Dans un instant, on va recevoir Mme Ferdi. Marilène Ferdi. Elle est directrice opérationnelle Du campus Luminance. Et organise le 15 décembre ou le 15 Alors, juillet? non, parce que là, vous allez embrouiller les téléspectateurs. Iman même ne peut pas s'empêcher de rire, n'est-ce pas, Iman? Donc, c'est le vendredi 15 novembre 2024, de 9h à 16h, dans les jardins de Guadeloupe-la-Première. On y revient tout à l'heure. On revient là-dessus avec Iman News. Rapidement. Alors, rapidement, on a vu les journées de l'AVC, une façon de sensibiliser aux signes d'alerte de cette maladie. On a aussi parlé de la distribution des plantes à Cap Excellence. On parlera tout à l'heure de l'inauguration sur Morne-à-l'eau du stade, ainsi que de la conférence utile par Olivier Servat. Bien, alors, JCL, générique. Le journal du campus Luminance, c'est l'info sur l'audiovisuel, le cinéma et la culture. Le JCL vous donne rendez-vous à 13h30 le lundi, le mercredi et le vendredi dans le ZCL sur Canal 10. Bonjour Madame Ferdi. Rebonjour Monsieur Zandronis. Quelle est la profession la plus impactée par les deepfakes? Selon vous. Alors, je vais apporter une précision pour vous aider à trouver. C'est une profession. Alors, l'impact se fait sur ces pratiques professionnelles. Ça a modifié les pratiques professionnelles de ce métier. Quand on sait ce que c'est qu'un deepfake, selon vous, quel est le métier qui a nécessité un ajustement dans sa pratique professionnelle? Je ne vois pas, j'ai beau chercher. Vous voyez pas? Ciel, non. Je me dis peut-être les journalistes, c'est pas les journalistes, c'est pas les cinéastes, c'est pas les Pourquoi actrices, bon. c'est pas les actrices, c'est pas les... On peut rappeler, M. Zandronis, est-ce que vous vous souvenez, M. Zandronis, est-ce que vous me souvenez, M. Zandronis, ce que c'est comme deepfake? Est-ce que vous pouvez rappeler à nos téléspectateurs ce que c'est comme deepfake? C'est quelque chose qui n'est pas vraiment fait, qu'on a amélioré avec des images qu'on a pris, qu'on a travaillé, et puis autrefois ça prenait des années, des semaines pour le faire. Aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, on réalise très rapidement quelque chose de faux. On peut très bien faire une photo de Mme Ferdi, richissime, avec Beyoncé, par exemple. Bon, ok. Donc, on va quand même faire un récapitulatif. On va simplement dire... C'est un bon deepfake, ça. Bon, alors on va faire un petit récapitulatif pour ne pas perdre nos téléspectateurs. Absolument. On va rappeler que le deepfake, c'est soit une image ou une vidéo manipulée, trafiquée. Alors on est toujours dans la falsification de l'information, c'est la fausse information. Et donc c'est fait avec une intelligence artificielle. Alors c'est un peu la différence, avec les fake news. Certes, les fake news, on est dans la falsification de l'information et c'est aussi interdit. Alors c'est vrai, alors vous l'avez dit, vous avez compris que la profession la plus impactée, c'est la profession de journaliste. C'est-à-dire qu'il faut savoir que la quasi-totalité des rédactions passent à peu près 80% de leur temps à identifier les fausses des vraies informations, notamment avec les deepfakes, et plus qu'à faire leur travail. Et ça, c'est un gros problème, puisque de toutes les façons... certaines rédactions qui ont les moyens, par exemple CNN, réfléchissent, travaillent, pensent investir. Donc, ils ont déjà contacté des laboratoires de recherche sur une intelligence artificielle. Donc, on va contrecarrer l'intelligence artificielle par une autre intelligence artificielle qui puisse identifier ces fameuses deepfakes. Parce qu'il n'y a pas pire. Alors, je sais que chez nous, il y a beaucoup de médias qui, malheureusement, ont eu
ont eu l'occasion dans leur information, de communiquer des fausses informations. Il n'y a pas pire, monsieur Zandonis, vous allez me dire ce que vous en pensez, pour un journaliste de pouvoir diffuser des fausses informations ou des informations falsifiées ou manipulées. Malgré nous, ça arrive quelquefois. Mais en fait, il faut vérifier son information. Il y a des journalistes qui ne le font pas et sur un média très connu, j'ai eu l'occasion d'entendre des informations totalement invérifiées et même pas vérifiables et qui ont été diffusées à l'antenne et qui n'ont même pas été rectifiées à l'antenne. Enfin bon, je ne donne pas d'exemple précis, mais ça se fait. Mais aux ZCL, il n'y a pas de deepfake. Non. Vous faites ce travail de vérification. Oui. Je peux même censurer quelque chose qui n'est pas bon. Oui, de toute façon, c'est le mieux à faire. Sauf que ça prend énormément de temps. Donc, on a eu l'occasion d'échanger avec le directeur du média et public de France Télévisions qui nous dit que ça correspond à peu près 40 à 60% de leur travail dans les rédactions. Et donc, c'est vrai que lui, ils le vivent, eux, comme vraiment une nuisance, ces deepfakes. Donc, ils avaient géré les fake news. À présent, ils doivent gérer les deepfakes. Alors, ils m'ont donné quelques conseils. Donc, moi, j'ai récupéré quelques conseils auprès de 2 ou 3 laboratoires qui sont dans le réseau du campus et qui travaillent sur cette problématique. Alors, il dit la première chose à faire, c'est la première chose à faire quand on identifie que c'est une fausse information, de ne pas faire comme ce que je vois sur les réseaux sociaux. Les gens savent que c'est une fausse information. Ils le mettent, quand même. Mais ils partagent quand même. Ouais. Voilà. Donc, parce que, attention, il faut savoir que les fausses informations peuvent faire l'objet d'une plainte. C'est une usurpation d'identité quand c'est le cas. Mais aussi, ça peut être une fraude. En fait, c'est pénalisable. Oui. Et de plus en plus, dans les grands médias, et ça viendra partout, il y a ce qu'on appelle le fact-checking. Vous savez ce que c'est quand même? Alors oui, alors ça, on voit ça souvent lors des débats politiques. Ou tout de suite, alors par exemple, on voit l'exemple, les Américains qui ont lancé cette mode, parce que l'équipe de Trump était très connue, j'espère, pour faire beaucoup de fact-checking, c'est-à-dire pour lancer, deepfake, pour faire énormément de fake news, de mauvaises informations, d'informations manipulées, falsifiées, soit fake news, soit deepfake. Et donc là, il y a toute une équipe de rédaction en plein débat qui doit déceler ça, et ça s'appelle du fact-checking. C'est bien ça? Oui, voilà. Ça existe. Alors en Guadeloupe, je trouve que c'est pas encore ça. Non, mais ça demande des moyens. Voilà, il faudra de plus en plus investir, parce que c'est un coût dans le fact-checking, pour qu'on arrête ces fausses vérités. On voit pendant nos élections des personnes qui sortent des informations alors que tout le monde, l'information est fausse, mais n'empêche qu'ils ne sont pas repris par les journalistes. Tout à fait. Okay. Alors, quelques recommandations. Première recommandation, ne pas partager une fausse information. Attention, parce que ça peut se retourner contre vous dans le cadre d'une judiciarisation s'il y a des plaintes. Deuxièmement, encourager ses proches au scepticisme et ne pas repartager l'information. Donc, en parler déjà autour de soi. Attention à ma tablette. Utilisez les outils comme Google Lens. Lens, ça s'écrit L-E-N-S. Vous tapez Google Lens, L-E-N-S. Donc, si on trouve une photo louche, on soupçonne qu'elle a été détournée. Google Lens, tout de suite, elle va détecter si c'est une fausse ou une vraie information. En plus, vous pouvez ajouter à vos favoris une autre application, ça s'appelle Awax Buster. H-A-O-A-X B-U-S-T-E-R, Buster. Donc, c'est une application un peu collaborative qui lutte contre la désinformation et pour vérifier la fiabilité des sites qui font diffuser ces fausses informations. Alors, j'imagine que vous connaissez au moins la deuxième, puisque la deuxième, elle est beaucoup utilisée dans les rédactions. La deuxième application, qui est un site collaboratif qui s'appelle Waxbuster. Waxbuster, oui. Libération, ils ont ça. Le Monde aussi. Et ça permet quand, par exemple, Madame Le Pen dit n'importe quoi sur l'immigration, tout de suite, il y a quelque chose qui sort. Ou si c'est tout là, qui dit n'importe quoi. Alors, moi, je dirais, de façon plus générale, quand une fausse information, on soupçonne une fausse information, on peut directement aller sur le site parce qu'il détecte les informations, la désinformation. Alors, moi, ce que je propose, c'est que si vraiment vous êtes intéressé par ce sujet, il faut venir lors des rencontres de l'audiovisuel, puisqu'on aura la chance d'avoir une personne qui s'est spécialisée là-dedans parce qu'il n'a pas le choix. C'est le directeur média public de France Télévisions et qui a son point de vue qui n'est pas forcément partagé par les autres personnes de la table ronde, puisqu'il y aura une grande discussion sur
le défi de l'intelligence artificielle, donc dans les médias, les jeux vidéo et les films d'animation. Et donc, alors, on vous demande de vous inscrire. Alors, c'est gratuit. On m'a posé la question, est-ce que c'est gratuit? Oui, c'est gratuit, mais attention, c'est sur invitation. C'est dommage qu'on ait changé le flyer et qu'on change le flyer à chaque fois. Donc, ça s'affiche à l'écran, campusluminance@gmail.com. Vous nous envoyez vos noms et prénoms à l'adresse qui s'affiche, ou encore, si vous êtes plus à l'aise au téléphone, au 06 90 29 03 74, vos noms et prénoms par WhatsApp et texto. Voilà, tout est dit. On se retrouve mercredi. On se retrouve mercredi et on aura un invité surprise. Voilà, il est 13h et exactement 40 minutes. On termine l'actu avec Imen News. Oui, direction Morne-à-l'Eau maintenant, où on va voir ce nouveau stade qui a été inauguré, un lieu sportif pour permettre à nos jeunes d'avoir des infrastructures de qualité pour pratiquer leur sport. On voit un reportage d'Olivier Moradel. Ce n'est pour nous à Morne-à-l'Eau que du bonheur. Une ville sportive, mais qui n'a pas eu d'infrastructure sportive convenable, tel un gymnase. Eh bien, la région s'est engagée à nos côtés, avec nous, à construire ce gymnase. Et aujourd'hui, c'est la réception. On le sait très bien, Morne-à-l'Eau, il y a deux clubs qui ont beaucoup représenté la Guadeloupe au niveau national, Zayenna et l'Étoile. Ça m'a gêné en tant que jeune Guadeloupéen, surtout quand j'étais maire de Bémao, de voir beaucoup de finales, Zayenna et Étoile, se sont déroulées à Bémao. La population de Morne-à-l'Eau ne peut pas se déplacer, venir soutenir ces clubs. Le Nord Grande-Terre était sous-doté en équipement sportif. Et c'est pour cette raison que la région a voulu, depuis notre arrivée, vraiment équiper toutes les communes de Guadeloupe en matière d'infrastructures sportives. Ce gymnase porte le nom d'un illustre mornalien, quelqu'un qui a été au niveau du football international, Jocelyn Ngoma. Donc pour nous, c'est une avancée formidable et nous savons que Jocelyn Ngoma reste un modèle, un exemple, puisqu'il est revenu au pays afin d'apporter son savoir aux jeunes Guadeloupéens. Vous savez, j'ai fait une carrière dans un premier temps professionnel, football et autres. Maintenant, à travers mon métier qui est entraîneur, surtout pour l'espoir, c'est clair que ce que je fais en Guadeloupe, ça peut représenter énormément. Énormément aussi parce que c'est pour la jeunesse, c'est pour le sport et la santé. Cet outil sera mis à la disposition de tout Mornalien, mais surtout à l'équipe de Zayenna, équipe de football que l'on connaît, puisque le Zayenna représente la Guadeloupe au niveau national, mais aussi à l'Étoile Football, puisque nous avons deux associations puissantes dans le domaine du handball surtout, et que cet outil va être approprié par ces jeunes Mornaliens, et puis cela permettra aussi d'entretenir le sport à Morne-à-l'Eau, permettra aux jeunes de se divertir, permettra aux jeunes d'évoluer et d'avancer. Voilà, donc nouvelle infrastructure. On va parler maintenant de la conférence Utile, donc qui a fait sa rentrée politique. Donc Utile, on se rappelle que c'est Ultramarins, territoire indépendant, liberté, écologie et solidarité. C'est une association, oui, qui vise à promouvoir un développement humain durable en tenant compte des spécificités du territoire. Et ils ont fait leur rentrée politique ce samedi. Olivier Moradel était avec eux. Tous les mois, on se réunit avec une quarantaine de commissions pour proposer un projet dans l'intérêt des Guadeloupéens sur les différents pans, notamment la vie chère, mais aussi les énergies renouvelables, le pouvoir d'achat, la sécurité, le retour des jeunes. Et puis aux prochaines élections, qu'elles soient régionales, départementales, nous voulons peser parce que nous considérons que nous avons une place alternative et complémentaire par rapport aux forces politiques existantes et aux mouvements citoyens existants. Il y a quelques années, j'ai travaillé déjà avec le parlementaire Olivier Servat, justement sur la problématique de l'eau. Nous avons été interrogés en tant que présidente d'association pour connaître un petit peu les doléances des usagers et comment on voyait la constitution du comité syndical. Dans cette lignée-là, il était tout naturel que je puisse apporter mon concours au groupe Utile qui semble vouloir s'intéresser à toutes les problématiques en matière de politique sociale, de politique économique pour le territoire de la Guadeloupe. Utile en ce moment est très axé sur le retour des forces vives en Guadeloupe, qu'ils soient jeunes ou moins jeunes d'ailleurs, mais surtout leur permettre, quand ils reviennent en Guadeloupe, de pouvoir
totalement s'installer et pouvoir prendre aussi place dans que ce soit l'économie et dans la vie sociale en Guadeloupe. Et c'est en ça qu'on travaille actuellement sur la partie jeunesse. Mais on pense aussi aux jeunes qui sont déjà sur le territoire, qui sont partis, qui sont sur le territoire, et leur permettre vraiment de s'émanciper et de prendre totalement leur place dans la vie publique et dans la vie sociale en Guadeloupe. Les hommes et les femmes de ce pays en Guadeloupe se désintéressent en disant « politique à paix, changer à rien ». Eh bien, je crois que pierre après pierre, goutte d'eau après goutte d'eau, lorsqu'il y a de la bonne volonté, avec aussi des énergies nouvelles, des personnes nouvelles, qui ont des visions nouvelles, eh bien, je crois qu'on peut améliorer tranquillement. On ne va pas révolutionner tout d'un coup, mais on a notre pierre à apporter et je crois qu'on doit prendre racine au plus près de la population et ça commence par les échéances municipales dans 18 mois. Voilà, utile et agréable. Bon, alors, on revient sur la journée d'aujourd'hui. Utile, enfin, ça. Qu'est-ce qu'on n'invite pas en Guadeloupe? Alors, donc, on a reçu ce matin Dr Cynthia Landry. Pourquoi? Parce que c'est le 50e anniversaire de la PMI. C'est quoi la PMI? Protection maternelle infantile. D'accord. On a reçu ensuite Jimmy Foster, conseiller du département du canton de Trois-Rivières, qui nous a expliqué un peu comment... au niveau des routes, il est très véatif. Au niveau de la commune aussi. La commune, il y a des choses qui ne vont pas et il va se présenter aux élections. Mais probablement le maire actuel viendra un de ces jours aussi dire pourquoi les choses ne vont pas. Mariette Montpierre, réalisatrice de Mamzelle New York, présente ça ce soir à Cinestar, si ouvert, parce qu'il y a une plateforme UGTG qui est dans l'air. Willem Sa, directrice des affaires culturelles du patrimoine de l'animation et du tourisme, était aussi là. Et la dernière invitée, c'était Marilène Ferdi. Oui, directrice opérationnelle du JCL, du Campus Luminance. Voilà, sinon, l'actualité, c'était... Exactement. Donc on a au niveau de l'actualité parlé des journées de l'AVC, donc pour sensibiliser la population aux signes d'alerte et comment prévenir, avoir les bonnes actions pour sauver des vies. Il était aussi question de distribution de plantes avec Cap Excellence pour redonner place à la biodiversité à domicile. On a aussi parlé de l'inauguration du stade de Morne-à-l'Eau et on vient de voir la conférence utile, donc avec Olivier Servat, donc qui a fait sa rentrée politique, et avec Maurice Cessé, on a évoqué ce sportif donc qui a été décoré pour son action au sein d'une assemblée générale qui a eu lieu début octobre sur Paris. Voilà pour les titres. Voilà, eh bien, c'est fini pour aujourd'hui, déjà 13h47. On vous remercie d'être aussi nombreux tous les jours, du lundi au vendredi, en Guadeloupe, en France, un peu partout en Afrique, à nous regarder. Et on vous donne rendez-vous demain à partir de 12h30 pour une nouvelle édition du ZCL News qui fête. C'est 10 ans, le 29 novembre, donc l'occasion de venir soutenir notre émission. Oui. On va avoir d'ailleurs le spot, oui, nous le placer tous les jours. Oui, on va le placer jusqu'au 29 novembre, vous aurez droit à ça. Yann, de nous le repasser. Le ZCL fête ses 10 ans. Rendez-vous le 29 novembre à l'espace 2.0 aux Abîmes dès 18h30 pour une soirée inoubliable. Au programme, rétrospective, animation artistique, défilé de mode solidaire, danse, slam, remise de prix et le groupe Soft en concert. Ne manquez pas cet événement exceptionnel. Réservez vos places dès maintenant sur allmall.com. ZCL, 10 ans d'inspiration, ça se célèbre ensemble. Et la belle voix qu'on entend, à vous avis, c'est qui? Si vous me dites qui parle dans le spot, vous gagnez un ticket pour aller au cinéma. Alors vous avez le numéro de canal, écoutez bien le spot quand il va repasser. Si vous trouvez le nom de la personne qui parle dans le spot, vous gagnez un carte cinéma. Voilà, c'est fini aujourd'hui. C'est Yann qui a la réalisation jusqu'à aujourd'hui. Demain, c'est Jordan, c'est ça? Ou bien, non, encore Yann jusqu'à mercredi. Et nous, on se retrouve avec Iman News demain. Demain, oui. Bon appétit. Le ZCL fête ses 10 ans. Rendez-vous le 29 novembre à l'espace 2.0 aux Abîmes dès 18h30 pour une soirée inoubliable. Au programme, rétrospective, animation artistique, défilé de mode solidaire, danse, slam, remise de prix et le groupe Soft en concert. Ne manquez pas cet événement exceptionnel. Réservez vos places dès maintenant sur allmall.com. ZCL, 10 ans d'inspiration, ça se célèbre ensemble.